Bienvenue dans cette séance de travaux pratiques consacrée à l'étude expérimentale d'un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé avec le logiciel électronique Workbench. C'est une séance de simulation utilisant ce logiciel. Ceci, c'est l'interface du logiciel. On va d'abord déposer le matériel nécessaire, tel qu'un générateur basse fréquence, c'est-à-dire une source qui va nous donner une tension alternative sinusoïdale. On a besoin aussi d'un oscilloscope pour visualiser différentes tensions. Puis, des appareils de mesure tels que l'ampèremètre pour mesurer l'intensité efficace du courant et le voltmètre pour mesurer la tension efficace. Les dipôles nécessaires, c'est la résistance. En appuyant sur le bouton droit, on peut faire tourner cette résistance et la mettre dans le sens vertical. Un condensateur, de même, puis une bobine. Alors maintenant, on va réaliser le montage du générateur vers l'ampèremètre. C'est le montage qui apparaît sur l'écran en bas à droite. Puis de l'ampèremètre vers le condensateur. Puis on va relier le condensateur à la bobine. Puis la bobine sera reliée à la résistance. Et pour fermer le circuit, on va relier l'autre borne au générateur basse fréquence. On va mettre le voltmètre aux bornes du dipôle RLC, c'est-à-dire une borne dans une plaque du condensateur et l'autre à la borne de la résistance. Maintenant, on va brancher l'oscilloscope. Pour cela, on a besoin d'une masse. Et cette masse sera commune entre le générateur et ainsi que le dipôle RLC. On règle la tension efficace du générateur sur 15 volts. La valeur de la capacité, on va la prendre égale à 5 microfarads. La valeur de l'inductance de la bobine, on va la prendre égale à 0,1 Henri. Et la résistance, on va la prendre égale à 20 ohms. Maintenant, on va visualiser sur l'oscilloscope deux tensions. D'abord la masse de l'oscilloscope, puis la tension aux bornes du conducteur ohmique. Cette tension, c'est UR. Elle sera représentée en rouge sur l'oscilloscope. C'est la tension qui va représenter I de T. Puis la tension aux bornes du dipôle RLC, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur, sera représentée en bleu sur l'oscilloscope. Maintenant, on va calculer la fréquence propre du circuit RLC, c'est N0, c'est 225 Hz en prenant L égale 0,1 et C 5 microfarads. On va prendre une fréquence du générateur inférieure à la fréquence N0, 60 Hz, il est inférieur de 125, et on va visualiser sur l'oscilloscope la tension UR ainsi que la tension U de T. En appuyant sur le bouton en haut à droite, l'expérience démarre. On voit sur l'écran de l'oscilloscope que la courbe en rouge qui représente UR de T est en avance par rapport à U de T. Le circuit, il dit
capacitif. Lorsque la fréquence du générateur elle est inférieure à celle du circuit, c'est-à-dire à N0, I de T est en avance par rapport à U de T. Maintenant, on va prendre une fréquence supérieure à N0. Par exemple, on va prendre 300 Hz comme valeur. On va refaire l'expérience et visualiser sur l'oscilloscope les deux tensions, UR et U de T. En réglant la base de temps et la sensibilité verticale, on voit ici le contraire de tout à l'heure. C'est que la tension U est en avance de phase par rapport à I de T. Le circuit est dit inductif. Donc, si la fréquence du générateur est supérieure à la fréquence propre, on a un circuit inductif U de T en avance par rapport à I de T. Si je prends une valeur très proche de la valeur de la fréquence propre, ou bien la fréquence propre, N0, et je refais l'expérience, alors on voit sur l'écran de l'oscilloscope, en réglant la sensibilité verticale, que les deux courbes sont en phase, c'est-à-dire les deux maximales à la fois et les deux minimales à la fois. On dit que le circuit est à la résonance d'intensité. Donc, trois cas possibles: circuit inductif, circuit capacitif, état de la résonance. Maintenant, on va suivre les variations de l'intensité efficace en fonction de la fréquence du générateur. Pour cela, on va éliminer l'oscilloscope et les fils correspondants. Et on va faire varier la fréquence du générateur en laissant sa tension efficace égale à 15 et commençons par exemple par 5 Hz. On voit que lorsque je fais varier la fréquence du générateur, l'intensité efficace varie, mais la tension efficace U reste toujours égale à 15 volts. Plus la fréquence augmente, l'intensité efficace augmente. On va mettre les valeurs de I efficace avec les fréquences correspondantes sur un fichier, par exemple d'Excel, pour avoir une idée sur les valeurs de I et les fréquences correspondantes à ces valeurs. On voit plus la fréquence tend vers N0, le I tend vers une valeur très grande. Lorsqu'il dépasse la fréquence de la résonance, I redescend. Donc l'intensité efficace augmente, il atteint une valeur maximale et après, il redescend. Sur ce fichier Excel, on a rassemblé les résultats de l'expérience pour chaque fréquence, l'intensité en ampères correspondante. On va sélectionner ces valeurs et je vais les mettre dans un fichier de régression. C'est un logiciel qui peut tracer des courbes. Alors on copie ces valeurs-là et on va sur le logiciel régression. On va ouvrir un nouveau fichier à partir du presse-papier. La fréquence en abscisse et l'intensité en ordonnée, et il me donne les variations de l'intensité efficace en fonction de la fréquence. Il augmente puis il redescend. Cette courbe I égale F de N a un point particulier, c'est le maximum. On va déterminer l'intensité efficace pour le maximum de la courbe. Cette valeur-là correspond pratiquement à 0,75 ampères, c'est-à-dire 750 milliampères. La fréquence correspondante à cette valeur maximale, on va la projeter sur l'axe des fréquences. On voit que cette valeur est égale à 225 Hz. Donc l'intensité efficace atteint sa plus grande valeur pour N0.
c'est le phénomène de résonance. La valeur de l'impédance à la résonance, c'est égal à R. Donc, à la résonance, l'impédance du circuit est égale à la résistance équivalente du circuit. Donc, pour la bande passante, c'est la dernière partie. On va prendre l'intensité efficace à la résonance, on va la diviser par la racine de 2. Ça va donner quelque chose de 0,53 ampères. Puis, entre racine droite à partir de 0,53 ampères, qui va couper la courbe en 2 points, correspondant à N1 sur l'axe des abscisses et N2. C'est-à-dire, pour la première intersection, c'est N1. C'est ici pratiquement égal à 208 Hz. Et pour la deuxième intersection, ça donne à peu près 238. Les fréquences qui sont comprises entre 208 et 238 sont appelées la bande passante. Donc la bande passante, c'est l'intervalle de fréquence compris entre N1 et N2, c'est-à-dire pour lesquels I est supérieur ou égal à I0 sur racine de 2. La largeur de la bande passante, c'est N2 moins N1. Dans notre cas, la largeur, c'est 30 Hz. Merci de votre attention et à la prochaine séance de travaux pratiques.